Michel Serres, dans Variations sur le corps, l'un de vos ouvrages, en exergue, il y a cette dédicace à mes professeurs de gymnastique, à mes entraîneurs. Et à mes guides de haute montagne. Qui m'ont appris C'est à penser. 3 personnes qui m'ont appris à penser. Oui, parce que j'ai une véritable reconnaissance pour ces braves gens. D'abord parce que ça a été des pédagogues qui ont très important dans ma vie. Et je dis qu'ils m'ont appris à penser, en effet, parce que il y a plusieurs choses dans la pensée. Il y a savoir, il y a apprendre, il y a mémoriser, mais il y a aussi à inventer. Et j'ai toujours eu l'impression que le corps était souvent en avant dans le cas de l'intuition, dans le cas de l'invention, dans le cas de l'adaptation, et ainsi de suite. Et par conséquent, j'ai idée que mes professeurs de gymnastique ont eu beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit en général dans la société, qu'on ne le croit dans l'enseignement. Et je souhaiterais souvent que le professeur de gymnastique, même dans les écoles primaires par exemple, ou dans les débuts de l'école secondaire, soit presque au centre de l'enseignement, parce que le corps est finalement au centre de l'évolution de l'individu dans sa vie et dans son travail. Mais apprendre à penser, c'est une expression apprendre très à penser, forte. C'est-à-dire dans toutes les activités qui concernent la réflexion, c'est-à-dire l'adaptation, la sensation du nouveau, la perception, la finesse et ainsi de suite, il y a une le corps précède, je crois, d'une certaine manière. L'intuition claque quelquefois, mais finalement, on ne sait que ce que le corps apprend, on ne sait que ce que le corps retient, on ne sait que ce que le corps, que les souplesses du corps, que les plis, etc. Et je donne une grande importance là à l'adaptation et à l'adaptabilité. Puis vous aimez rappeler cette anecdote, Jacques Monod, qui a été votre ami, oui. Lorsqu'il travaillait sur oui. la LDN. Il disait j'ai mal au rein parce que je suis devenu l'ADN. Et en effet, l'ADN, comme tout le monde le sait, c'est un double brin en spirale, n'est-ce pas ? Et dans le corps, il y a une sorte de mime de l'objet qu'on est en train d'étudier. Et je crois que sans ce mime, sans cette transformation, cette métamorphose, voilà, c'est le mot que je cherchais, je crois qu'on ne sait finalement, et on apprend, ou on ne découvre que ce que le corps sait imiter, ou ce que le corps connaît en se métamorphosant dans l'objet qu'il étudie. Voilà. Vous aimez dire par exemple que le skieur ou le sauteur en hauteur qui mime ou font un geste avant de l'exécuter, il y a dans le mime quelque chose qui précède peut-être l'initiation. Oui, il y a 2 sortes de mimes. Il y a le mime du geste que fait l'entraîneur ou que fait le professeur, ou que fait son modèle quand on regarde un spectacle sportif ou quand on regarde quelqu'un qui saute à la perche ou qui saute en hauteur. Et on le mime même quand on ne bouge pas, on le mime en s'endormant. J'avais même un entraîneur qui me disait, si tu apprends à plonger, il faut que tu plonges en t'endormant tous les soirs, comme si tu faisais le geste virtuellement. Donc il y a ce mime-là pour l'apprentissage. Mais il y a aussi, comme dans l'exemple que je donnais de Monod, le mime de l'objet qu'on est en train d'étudier ou sur lequel on a une intuition donnée, et on a l'impression que le corps se métamorphose dans cet objet-là. Et c'est presque le mot métamorphose que je préfère au mot mime. Évidemment, le mot mime, c'est imiter, mais se métamorphoser, on sent que le corps a la capacité de se métamorphoser dans l'objet en question. C'est pour ça que je disais, ils m'ont appris à penser, parce qu'ils m'ont appris cette souplesse adaptative du corps métamorphique. Voilà. Nous parlions du corps qui imite, du corps qui mime. Vous parliez même d'ailleurs dans le sommeil. C'est une remarque qui rejoint d'ailleurs certains mathématiciens qui disent que lorsqu'ils travaillent sur des théorèmes... Oui, il n'y a pas que les mathématiciens. Oui. On le dit même de certains peintres qui découvrent le matin le sourire de la Vierge ou l'ange de l'Annonciation déjà peint alors qu'ils étaient en train de dormir. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, le sommeil les inspire. Oui, ça je le crois. C'est pas seulement vrai des mathématiciens, c'est vrai même de nous autres pauvres philosophes. Vos guides de haute montagne vous ont appris à marcher.
Il y a donc une marche Oui. naturelle et une marche qui ne l'est pas, mais qui devient peut-être plus naturelle. C'est difficile à prononcer, et je dis souvent « Oh, ma mère, vous ne m'avez pas appris à marcher », c'est-à-dire la marche que notre mère nous enseigne au début, au fond, c'est une marche sur un plancher, c'est-à-dire sans difficulté, sans obstacle, etc. Alors que, comme vous le savez, les articulations et les muscles des pieds sont extrêmement compliqués, extrêmement complexes, et permettent aux pieds de s'adapter à des inclinaisons et à des difficultés multipliées. Et par conséquent, la station debout dans la marche variable qu'on retrouve en montagne, ou fois dans les rochers, ou dans les pentes un peu verticales, où on reste encore debout, c'est la vraie marche. Et je suis très reconnaissant à ces guides de haute montagne de m'avoir appris à marcher, parce que, vous le savez sans doute, les vieillards tombent. Eh bien, les vieillards alpinistes ne tombent pas, tout simplement parce que quand ils ont un obstacle, eh bien, ils sont déjà adaptés à la rectitude du corps debout, malgré les difficultés que rencontre le pied. Et il y a un texte de Proust là-dessus, sur les pavés inégaux, que tout le monde interprète comme un phénomène de mémoire, etc. C'est que Proust, le brave homme, ne marchait depuis très longtemps et depuis sa naissance que sur du macadam bien lisse. Et tout d'un coup, aux merveilles, il marche sur des pavés inégaux. Et il se souvient de quoi? Il se souvient de l'époque où les routes n'étaient pas macadamisées, vous voyez. Et donc le pied est extraordinairement adaptatif. Et on retrouve ça en montagne, c'est-à-dire la vraie marche. Oui, la vraie marche, quelquefois dans des sentiers extrêmement pentus où on reste encore debout. On reconnaît le vrai alpiniste à ce qu'il mette les mains très tard. Une question qui est importante, c'est que peut le corps? Ce qui n'est pas une question banale, car que peut l'esprit? Oui, les philosophes s'y sont essayés, mais oui. Que peut le corps? C'est une vieille citation de Spinoza que j'utilise souvent, le corps peut. Et j'en fais presque une définition, c'est-à-dire que le corps n'est pas, parce qu'on ne peut pas le définir puisqu'il est métamorphique sans arrêt, il est adaptatif, il est souple, il est rapide, etc. Et je définis le corps par sa capacité. Il peut beaucoup de choses, et même il peut des choses que je ne sais pas encore, il peut des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut quelquefois l'impossible. La preuve, c'est que certains sauteurs en hauteur sautent au-dessus de 2 mètres, et à ce moment-là, tout le monde se met à sauter au-dessus de 2 mètres. C'est pas qu'il y a le mimétisme, certainement, il y a l'entraînement sûrement, mais il y a aussi le fait que quelqu'un qui fait voir avec son corps qu'il peut quelque chose de nouveau, tout le monde découvre qu'il le peut aussi. Donc la capacité du corps, le corps, d'une certaine manière, il n'est pas réel, il est virtuel, il est potentiel, il peut. Voilà, c'est ça, c'est presque sa définition. Et l'enfant qui cherche un pot de confiture il se tend, et il se tend tellement qu'il arrive à se tendre plus encore que sa taille ne pourrait le faire, vous voyez. Et ça, c'est un geste que tous les alpinistes connaissent, c'est-à-dire je ne vais pas arriver à cette prise, et pourtant j'y arrive en me tendant un peu plus que je ne pourrais, donc je peux me tendre au-delà de ce que je peux. Et donc cette tension, cette surtension définit aussi cette capacité. Et je crois que les chercheurs ont bien découvert que les muscles, les articulations, etc., c'était des grands savants en calcul tensoriel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des muscles, il y a des calculateurs qui connaissent tout à fait bien la tension de tel muscle ou de tel adducteur, vous voyez. Et par conséquent, il y a à l'intérieur du corps des capacités ou des centres de calcul extraordinairement raffinés. Et donc le sportif, mais cela vaut au fond pour tout homme, il crée un temps et un espace nouveau par cette extension du corps, cette extension nouvelle. On pourrait presque appeler ça de l'hominisation, c'est-à-dire on n'a jamais tellement vu dans les prés une vache se mettre à 2 pattes de derrière pour se mettre à valser avec son taureau préféré. Pourquoi? Parce qu'elle a un corps qui est d'une certaine manière relativement programmé. Enfin, c'est beaucoup dire programmé, mais enfin, elle ne sort pas de certaines limites de capacité, vous voyez. Déjà, on voit à mesure que l'évolution avance, que les singes, par exemple, ont une capacité expressive ou évolutive ou adaptative plus rapide et plus souple, si vous voulez.
mais je crois que là, il y a dans l'être humain une capacité d'invention par corps. Vous voyez. Donc il y a une intelligence du corps si le corps invente. Comment concevoir cette intelligence du corps? Depuis que nous parlons, je suis en train de définir justement cela, c'est-à-dire l'intelligence du corps. Et peut-être êtes-vous scandalisé du fait que je fasse descendre, descendre c'est le bon mot, des facultés qu'on prête le plus souvent au cerveau, à l'intelligence, à la pensée, à la raison, etc., à l'intérieur du corps. Mais je crois que c'est tout simplement vrai et qu'il suffit d'avoir une pratique de la gymnastique, une pratique de la danse, une pratique des métiers même, de la chirurgie jusqu'au piano et de la charpente jusqu'à la marine, pour voir que les gestes sont extrêmement différenciés, adaptatifs, et qu'on peut inventer de nouveaux gestes. Et pas seulement le sportif, mais aussi l'artisan ou le danseur ou le chorégraphe a pour charge d'inventer de nouvelles postures ou de nouvelles conduites. Et là, il y a de l'invention. Oui, il y a une intelligence du corps. Oui. Il arrive que le corps est intelligent, voilà, rien que par sa capacité de mime et d'adaptation. Et il arrive que le corps trouve des solutions, avant même que la conscience, ou que la conscience réfléchie, ne l'enregistre. Ça peut accompagner. D'une certaine manière, tout le monde le sait, et même quelquefois, on sait que si on... par exemple, chaque fois que je change de vitesse en voiture, je ne récapitule pas tous les théorèmes de thermodynamique, n'est-ce pas? Or, il faudrait bien, si je voulais avoir une conduite tout à fait rationnelle, de récapituler tout mon manuel de thermodynamique avant de changer de vitesse. Je ne le fais pas. Donc le corps sait le faire avant même que j'y pense. Mais ça, c'est une expérience que tout le monde a, que si je réfléchis à tous les gestes que je fais, je vais les rater. Je vais avoir des gestes carrés, mal adaptés. Tandis que le corps lui-même est plus fluide, plus rond, et il sait s'adapter plus rapidement. On pourrait même d'ailleurs dire que il y a des oublis qui sont la condition de l'efficacité même du geste. Oui, ça c'est un oubli très intéressant. C'est-à-dire, j'apprends un geste, par exemple, j'apprends à servir au tennis, ou j'apprends tel geste pour découper le poulet, ou des choses comme ça, ou des gestes plus raffinés, ou par exemple un trait au piano. Tant que je m'exerce, j'y pense. Tant que je m'entraîne, je mets la chose en place, comme on dit. Je mets le geste en place. Je sais qu'il faut lever le bras gauche ou droit dans telle et telle position, etc. Et à mesure que je m'entraîne et à mesure que j'installe dans mon corps, le corps le saisit, le digère et l'oublie. Et tout d'un coup, savoir quelque chose par corps, comme le savoir par cœur, c'est que le corps l'exécute sans y penser, sans avoir conscience, etc., tout seul. Et j'appelle ça, en effet, l'oubli du geste. Le geste est installé à l'intérieur de l'organisme. Il l'oublie, il n'y a pas de doute. Il est dans le noir du corps, c'est une boîte noire. Voyez. Et savoir une conduite ou savoir un geste, c'est d'une certaine manière l'oublier. Vous savez, autrefois on disait savoir c'est se souvenir, et là je crois que savoir c'est oublier. Les neurosciences, c'est un terme générique pour dire des choses très compliquées, mais les neurosciences, rejoignant certaines intuitions qu'avait eu Spinoza, on le retrouve, disent que, d'une certaine manière, le corps anticipe effectivement. Exactement. C'est-à-dire, Spinoza dit peu, oui. C'est-à-dire est dans le virtuel, et les sciences cognitives ont découvert ces fameux neurones miroirs, en effet, qui permettent d'apprendre sans faire le geste, et on peut établir en effet de façon électrique que les neurones sont en effet électrisés par certains gestes qu'on ne fait pas ou qu'on voit faire, etc. Et que le corps anticipe le geste en effet. Oui, ou même, ils disent par exemple que lorsque on décide de se lever le matin, oui. Si il y a un examen, un électroencéphalogramme ou des moyens d'exploration plus sophistiqués, avant de se lever. Oui, il se lève avant que le sujet ait l'intention de se lever. Ce qui est assez abyssal. C'est-à-dire que le corps nous précède.
Et c'est ça l'intuition que j'ai eue dans Variations sur le corps, c'est que on croit toujours que c'est l'intelligence, la raison, l'intuition, bref, des facultés mentales qui précèdent cette matière lourde qu'on appelle le corps. Non, je ne crois pas. Je crois que le corps est plus léger qu'on ne le croit, plus soft, comme on dit, c'est-à-dire plus logiciel qu'on ne le croit, et qu'en effet, cette découverte des sciences cognitives ou des sciences neuronales était quasi attendue, vous voyez, par l'intuition qu'on a que le corps anticipe un effet d'intention. Oui. Vous insistez dans Variations sur le corps sur la différence, ou dans l'incandescent. Vous insistez sur la différence entre la patte et la main, la griffe et la main, en parlant d'incandescence. Est-ce que le corps est incandescent au fond ? Oui, c'est-à-dire incandescent, ça veut dire blanc, comme vous savez. Candidus, c'est blanc. Et ce qui me frappe beaucoup dans les organes animaux, c'est leur relative spécialisation, c'est-à-dire que le crabe a une extrémité qui est vraiment faite pour pincer, et d'une certaine manière pour pincer seulement. Le tentacule du poulpe ou de la pieuvre est fait pour saisir de telle et telle manière, mais seulement. Tandis que quand on regarde la main, en effet, elle peut pincer, pas très bien, elle peut saisir, pas très bien, mais elle peut d'une certaine manière tout faire. Et cette espèce de blancheur incandescente, comme vous l'avez dit, permet à la main de s'adapter à 1001 ou 3001 conduites possibles. C'est-à-dire avec cette main-là, on va saisir le bistouri, on va jouer du piano, jouer du violon, on pourra bêcher, on pourra agripper une prise en montagne, etc. C'est-à-dire d'un coup, la main qui n'était propre à rien est bonne à tout. Bonne à tout et propre à rien. Et bonne à tout, presque propre à rien. Et là, il y a quelque chose... Alors, j'ai employé le mot variation. Le mot variation, là, est pris au sens presque musical. C'est-à-dire que quand on a un programme, disons un programme génétique, eh bien, nos organes peuvent varier sur le programme. Vous voyez ? Il y a toute une variation, comme on dit, variation sur un thème donné, mais ces variations sont tellement multiples que quand Mozart fait quelques dizaines de variations sur « À vous dirai-je, maman », je peux continuer à en faire encore d'autres. Le thème est toujours là, mais les variations sont quasi infinies. Oui. Et que vous inspire alors la célèbre réflexion d'Aristote, lorsqu'il dit que l'homme n'est pas intelligent parce qu'il a une main parce qu'il est intelligent. Je ne sais pas quelle est la séquence là, mais je crois que la main est intelligente d'une certaine manière, tout simplement. C'est-à-dire elle est intelligente parce qu'elle peut, au sens que nous avons défini tout à l'heure, et qu'elle anticipe, et qu'elle contient en elle un peu... Enfin, quand je regarde un piano, je vois bien que, contrairement à un couteau qui coupe, avec le piano, le piano contient d'une certaine manière 1001 musiques que je peux jouer dessus. Et j'ai l'impression que la main est un peu dans ce genre-là. C'est pas un outil à un seul usage, c'est ce sur quoi je peux jouer autant de musique que je veux. Voilà. Et on peut encore en inventer demain. Oui. C'est un puits infini. Voilà. Puisque nous parlons d'apprentissage, il y a une trilogie à laquelle vous tenez beaucoup. Prendre, apprendre, comprendre. Ce qui ne va pas de soi, parce que souvent la pédagogie a renversé les choses. Oui, les pédagogues croient qu'on n'apprend que ce qu'on comprend. Eh bien, si je n'avais appris dans ma vie que ce que je comprenais, je ne saurais pas grand-chose, François. Pour la bonne raison que comprendre est très difficile. Je prends un exemple. Les plus grands mathématiciens comprennent à peine ce que veulent dire les nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5. C'est des puits infinis de connaissances. Si j'attendais de tout comprendre de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 pour faire mes premières additions, eh bien, j'attendrai la fin de ma vie parce que je n'ai pas encore tout compris. Et donc, je n'apprendrai l'addition que... Donc, il faut que je me débrouille avec des choses que je comprends un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, etc. Mais je me débrouille avec ça. Par conséquent, comprendre est peut-être à la fin, mais je me débrouille d'abord avec des choses que je comprends à peine. Et quand je disais prendre, apprendre, comprendre, eh bien c'est
vieille expérience de mathématicien où je prenais le cours sans trop le comprendre, je l'apprenais sans trop le comprendre, et puis 30 ans après, au détour d'une rue, attendant un feu rouge, je me dis, mais nom d'un chien, mais ça voulait donc dire ça, ce théorème, ou le loup et l'agneau, ça voulait donc dire ça. Ça prouve que mon corps l'avait digéré pendant 30 ans, et qu'il y a un travail corporel extraordinaire, là, que je ne comprends pas d'ailleurs très bien, mais qui fait que la compréhension est longue à venir, enfin pour moi au moins. Et prendre, vous dites d'ailleurs, bon, prendre, ce peut être un poème ou un geste, et prendre, c'est accumuler dans le noir du corps. C'est ça, c'est-à-dire, il y a dans le prendre quelque chose qui est intéressant, et quand même la variation musicale, sur tous les mots de langue française et de langue latine, disons en général, sur le mot prendre, c'est quand même formidable. Entreprendre, comprendre, etc. Il y a 1000 mots là-dessus, 1000 verbes qui sont construits sur cette prise de la main. Oui. Donc la main, déjà la langue savait que la main savait comprendre avant même l'intelligence. Non, ensuite, apprendre, c'est la maturation, et comprendre, c'est l'intelligence au sens classique du terme. Comme si la tête était derrière, comme si ma main était bien en avant de ma tête, c'est le cas, comme si le corps était presque en avant je crois que l'intelligence joue toujours le dernier coup. Nous avons parlé de la pédagogie et des pédagogues, soyons ironiques. Est-ce que vous trouvez que la situation aujourd'hui dans l'enseignement, qui est une situation qui n'est pas toujours très bonne, on le sait, est liée en partie à cette mauvaise analyse du mécanisme d'acquisition? C'est très difficile, c'est très facile de critiquer l'enseignement parce que, bon, c'est, comme vous le savez, un désastre dans tous les pays du monde depuis déjà un bon demi-siècle. Par conséquent, il doit y avoir des tas de difficultés que je ne vois pas. Mais il est vrai que il ne serait pas inintéressant de mettre un peu le corps au centre, de mettre un peu le corps comme ça en priorité, et de dire que la compréhension initiale requise pour apprendre est probablement une illusion profonde. Quel est le professeur qui comprend complètement Madame Bovary ou Phèdre? Je ne l'ai pas encore complètement comprise, cette tragédie ou cette nouvelle ou ce roman. Et par conséquent, la compréhension, oui, c'est quelque chose qui toujours vous est donné par surcroît. Donc il faut retrouver les vertus de l'apprentissage par cœur ou par corps. Oui, je crois vraiment que c'est saisi à la fois blanche et noire, puisque c'est blanc du point de vue de l'incandescence et noir du point de vue de l'oubli, sont des actes corporels primitifs, importants et pédagogiquement utiles. Il y a une expression aussi que vous utilisez souvent qui est l'idée du corps support. En quoi le corps est-il un support? Il est support de quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que la main, par exemple, avait été multifonction. J'ai envie de dire, vous savez, ce qu'on appelle une cellule souche. C'est-à-dire elle a toutes les fonctions et elle n'est spécialisée que parce qu'elle inhibe toutes les autres. Et j'ai l'impression qu'à cet égard, le corps est souche. Vous voyez, support, c'est-à-dire que sur ce corps-là, on peut écrire n'importe quoi, on peut le rendre spécialiste de n'importe quoi, et ainsi de suite. Et donc le corps humain peut devenir le corps du matelot, du charpentier, du médecin, du chirurgien, etc. Pourquoi ? Parce que c'est comme une page blanche sur laquelle je peux écrire n'importe quel texte. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ce corps souche, c'est un corps blanc au sens qu'on a donné à ce mot pour la main. Et vous distinguez parfois d'ailleurs entre le logiciel et le matériel. C'est ça. C'est-à-dire que dans la vieille distinction du corps et de l'esprit, on met toujours le logos ou le logiciel du côté de l'esprit et que le matériel serait simplement la propriété du corps. Que le corps serait cette prison de chair dans laquelle ce merveilleux esprit serait logé selon les vieilles distinctions grecques ou classiques. Et moi, je voudrais dire que le corps est beaucoup plus intelligent, nous l'avons dit, mais logiciel même, au sens qu'on donne à ce mot aujourd'hui, qu'on ne le croit. Le matériel étant encore plus enfoui.
le corps est vraiment un logiciel sur lequel, en effet, on peut programmer beaucoup de choses. Une belle expression en français consiste pour exprimer la santé du corps, le corps en forme. Oui. La santé, on disait cela, c'est le silence des organes. C'est le silence des organes. Ça, c'est déjà, le silence est déjà une sorte de blancheur ou une sorte de noirceur, bien sûr. Mais l'état de forme, je trouve que c'est cette chose-là vue dans son superlatif. Je crois qu'il y a dans l'état de forme une sorte d'état d'extase, à partir de laquelle tout devient possible. Et si vous l'avez expérimenté, comme ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, on voit très bien que quand on est en forme, on peut réaliser un panier au basket-ball presque sans regarder le panier, parce que le geste est déjà là, inscrit dans le logiciel du corps. Vous voyez, où qu'on peut passer la barre de saut en hauteur, presque les yeux fermés, tellement qu'on est adapté parfaitement à cette activité. Et ce que je disais du corps, qui peut tout, d'une certaine manière, est réalisé de façon quasi parfaite ou éminemment, comme on dit, dans l'état de forme. Et cet état de forme peut être individuel, alors c'est vrai pour un athlète, c'est vrai pour un coureur, mais c'est aussi vrai dans le collectif. C'est-à-dire, il arrive parfois, et ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, d'avoir une sorte de réaliser l'équipe parfaite, l'équipe qui est au summum de la connaissance réciproque que chacun a de chacun, de telle sorte qu'on jette le ballon n'importe où parce qu'on sait que la personne est là, que l'équipier sera là pour le recevoir, ou on est là, on reçoit le ballon mais parce qu'on sait qu'on va être celui à qui on fait la passe, presque sans le voir, presque sans le savoir. Et là, il y a un état qui n'est plus l'extase personnelle, mais l'extase collective. Donc, il y a bien deux états de forme, individuels et concernant l'équipe. Et vous dites aussi ce qui est très hétérodoxe du point de vue de la vulgate freudienne. Vous dites que l'inconscient, c'est le corps en bonne santé. Oui. Si la santé, c'est le silence des organes, l'inconscient est assez silencieux d'une certaine manière. Mais je dis souvent que tout ce qu'on dit de l'inconscient, classiquement, pourrait se reproduire de la même manière sur le corps, parce que toutes les analyses que nous faisons peuvent passer d'une certaine manière du côté de cet inconscient-là. Voyez. Mais bon, il est vrai qu'on a tout à l'heure assez parlé de l'inconscience dans laquelle je suis lorsque je fais des actes parfaits avec le corps. Ça serait presque un inconscient parfait. Et quand vous parlez de perfection, on a envie de dire que lorsque le corps ne se trompe pas, lorsque le corps réalise ce qu'il ambitionne, ou ses tensions peut-être, il y a des états de grâce. Vous parlez d'états archangéliques. C'est ça. C'est ça que je disais quand je parlais tout à l'heure de l'état de forme individuelle ou collective. Je me souviens, même de gestes extérieurs, je me souviens très bien de sauteurs à la perche, par exemple, qui passaient... parce qu'il y a ceux qui font ça à la force du poignet, comme on dit, puis il y a ceux qui passent la barre presque sans effort apparent, n'est-ce pas ? Et l'état de forme, c'est un peu ça. L'état de grâce, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a l'impression que le corps le fait sans moyens, comme s'il le faisait dans le donné, pas dans le construit, pas dans l'appris, pas dans l'entraîné, si vous voulez, mais presque sans effort musculaire ou nerveux, vous voyez, comme si c'était la grâce gratuite. Hein. Mais c'est d'ailleurs assez mystérieux, parce qu'à la fois, il y a l'entraînement, bien sûr, l'entraînement qui permet d'atteindre cet état de grâce, mais en même temps, il y a des états de grâce qui ne durent pas, qui surgissent. Ça va aussi pour les œuvres de l'esprit. C'est assez capricieux, en effet, mais alors vous avez là un parallèle parfait avec ce qui arrive dans les états d'intuition intellectuelle ou
ce qu'on appelle l'inspiration intellectuelle, où tout d'un coup on a une idée, où on invente un théorème, où tout d'un coup un poème se place sous votre main sans que vous l'ayez quasi voulu, voyez. Et là, je crois qu'en effet, il y a un parallèle assez bon à faire entre les deux activités. L'invention en mathématiques, il y a un célèbre texte de Poincaré dessus, sur l'illumination, mettant son pied sur les marchepieds, et l'état de grâce du corps qui trouve. Au fond. Oui. Je crois que pour croiser les deux expériences, à la fois corporelles et intellectuelles, on pourrait presque évoquer ces textes musicaux extraordinaires où on sent très bien que le compositeur joue dans un espace où il pourrait faire n'importe quoi, ça serait de toute façon beau, vous voyez. C'est des pages très rares qu'on peut trouver chez un tel ou un tel compositeur, où on voit très bien que la grâce est là, que l'espace est un espace où tout est possible, vous voyez. Évidemment, le corps dont nous parlons depuis le début, c'est quand même un corps en bonne santé, un corps entraîné, etc. Il existe aussi des corps malades, des corps fatigués, des corps épuisés, etc. Je le suis souvent, tout le monde l'est parfois. Mais même dans la fatigue, il y a des états de grâce donnés de ce genre-là aussi. Oui. Parce qu'on accepte volontiers qu'un créateur, qu'un poète ait un temps de création, une durée de création très courte. Au fond, Rimbaud a créé dans l'espace de quelques courtes années. On l'accepte moins concernant les sportifs, comme si on exigeait d'eux que leur performance soit continue. Ou alors on parlera de contre-performance. On ne dira pas ça pour un poète, ça n'a pas de sens. C'est variable. Je crois que ça dépend des individus. Il y a des inventeurs... il y a des inventeurs comme il y a des coureurs de 100 mètres, et il y a des inventeurs comme il y a des coureurs de marathon. Il y a des inventeurs qui inventent longtemps et de façon régulière. Il y en a au contraire qui sont très, très brusques. Moi, je crois qu'il y a des corps de 100 mètres, des corps de sauteurs en hauteur, des corps de joueurs de sport collectif, il y a des corps de marathon, comme il y a des intelligences mathématiques foudroyantes et des intelligences systématiques, comme il y a des écrivains Balzacien ou Rimbaldiens. Balzacien, si vous voulez, et au contraire des écrivains un peu moins généreux, vous voyez. Donc là, ça dépend des individus, et là, c'est l'immense polymorphie des corps individuels et des intelligences privées. Une expression que vous aimez donner, c'est le corps perd. J'ai envie de vous demander, que perd-il, que gagne-t-il à ce jeu-là, que gagne-t-on, que perd-on? Alors, c'est une idée qui m'est venue en écoutant beaucoup de grognons qui pensent toujours que les choses se perdent, que la culture se perd, que le savoir se perd, que les valeurs se perdent, vous connaissez, les désespérés, les grognons, les critiques, etc., qui font florer surtout maintenant. Et oui, les choses perdent, on perd des choses, mais on ne pense pas à quel point on en gagne. Et j'avais eu cette idée dès le moment où en effet, on avait inventé d'abord l'écriture, ensuite l'imprimerie et maintenant l'informatique, où en effet nous perdons beaucoup la mémoire, mais simplement nous ne la perdons que parce qu'on la perd au sens qu'une casserole perd. C'est-à-dire que la mémoire, au lieu d'être une faculté qui reste subjective, elle est sur le parchemin, elle est sur le livre imprimé, ou elle est dans la mémoire d'ordinateur, où j'ai toute la mémoire du monde qui est rassemblée. Et j'en ai tiré une idée un peu plus forte que j'appelle exodarwinisme, c'est-à-dire l'externalisation des fonctions du corps dans un objet donné. Par exemple, un biberon, c'est un sein amovible. Un marteau, c'est un avant-bras et un poing amovible. On a l'impression que le corps a perdu l'avant-bras alors tout d'un coup, il est un objet du monde. Le biberon est un objet du monde. Et ça, c'est vrai pour les fonctions corporelles pures. Par exemple, une roue ne fait que capitaliser les fonctions de rotation de la cheville, du genou, de la hanche. Et ce n'est pas très difficile, l'invention de la roue. On voit très bien que c'est une externalisation de ces articulations-là, et ainsi de suite.
Et là, une fois que les objets sont là, eh bien, ils évoluent comme si c'était des organismes objectivés. Et c'est ce que j'appelle exodarwinisme. Mais ce qui est vrai pour les fonctions pures du corps, c'est-à-dire le marteau, le sein, la roue, etc., est aussi vrai pour les fonctions intellectuelles. Et en effet, vous voyez bien que la mémoire s'est objectivée dans l'écriture, dans l'imprimerie, dans l'informatique, et ainsi de suite. Donc, le corps perd, en effet, mais il perd ces objets-là qui deviennent le support d'une évolution qu'on appelle l'évolution technique, l'évolution des sciences, et ainsi de suite. Voilà, j'appelle ça l'exodarwinisme, en effet. Avec ce décalage entre l'évolution de la technique et de l'autre, le corps humain. Le corps humain est toujours là. Voilà. D'une certaine manière, on disait souvent, et on n'en avait pas tort d'ailleurs, que dans les processus de dominisation, on voyait très bien le corps évoluer et la culture évoluer en même temps. Et à un certain moment, ça c'est un calcul que font très bien les paléoanthropologues, on voit que le corps s'arrête d'évoluer et que la culture prend un départ extraordinairement rapide. Comme si à un certain moment, l'évolution de l'hominisation freinait d'une certaine manière, mais qu'elle était relayée tout d'un coup par cet exodarwinisme-là. Que le darwinisme propre à l'organisme s'était externalisé dans les objets extérieurs. Et ça, c'est un peu le propre de l'homme, si on ose dire, vous voyez. C'est pas très à la mode de dire qu'il y a un propre, mais ça, on ne connaît pas beaucoup de bêtes. Si, les bêtes commencent à faire un peu des nids, les pivers font des choses de ce genre, les singes aussi. Mais peu à peu, là, il y a un effet de démultiplication fulgurant à partir du néolithique, ou des choses comme ça. Et le sportif, à sa manière, est-ce qu'il ne fait pas évoluer le corps? Est-ce qu'il ne réintroduit pas finalement l'évolution? Il réintroduit d'une certaine manière le darwinisme à l'intérieur du corps. Mais évidemment, il n'a jamais réussi des performances aussi fortes que celles du début, c'est-à-dire celles qui nous ont permis de passer de 4 pieds à 2 pieds, celles qui nous ont permis de perdre tous les poils, etc., qui sont quand même des transformations que le sport n'arriverait pas à réaliser. Et au fond, les réalisations du sport, c'est Sisus, Altius, Fortius, c'est-à-dire les règles des Jeux Olympiques, aller plus loin, aller plus vite, aller plus fort, etc. Mais on pourrait donner aussi la même récompense aux danseurs, la même récompense aux artisans, la même récompense à tous ceux qui ont des conduites corporelles. Il n'y a pas seulement les sportifs, il y a aussi cela. Alors, il y a cette externalisation du corps dans la technique. Oui. Y a-t-il pas la crainte, c'est un leitmotiv d'un certain nombre de philosophes, la crainte au fond que la technique, qui a d'abord été conçue par l'homme, est-ce qu'elle ne va pas instrumentaliser l'homme? Est-ce qu'il n'y aura pas une inversion du rapport de moyens à fin? Il y a un choc en retour, mais ce choc en retour, il est connu depuis très longtemps. De la même façon que les fonctions organiques sont devenues extérieures ou ont été externalisées, mais on voit très bien comment ces fonctions organiques et externalisées reviennent même dans le corps par les opérations, par tout ce qui a trait au changement de tel os avec tel élément recomposé, telle matière, etc. Donc ça revient en retour souvent. Alors je vais vous raconter une histoire. Dernièrement, je me trouvais dans un service de réanimation d'un hôpital important à Paris, et il y avait quelqu'un qui était dans une situation de soins intensifs quasi mortelle, et il était entouré évidemment d'un respirateur, d'un contrôleur cardiaque, etc. Et j'ai demandé au chef de service quel est le rythme de changement de volume de ce rein artificiel, de ce cœur artificiel, etc. Alors il me disait, c'est vrai, il y a déjà 20 ans ou 25 ans, au début où j'étais interne, il était gigantesque, maintenant il est miniaturisé. Et j'ai dit, à partir de quelle période cet appareil miniaturisé arrivera-t-il à au réel volume ou à la réelle taille du vrai organe, vous voyez. Et en effet, on voit très bien comment les objets en question peuvent redevenir ou revenir mimer l'organe initial. Est-ce que ça me fait peur?
Ben, je ne sais pas. Pas vraiment. Il est vrai qu'à mon âge, on n'a plus peur de grand-chose. Mais je ne crois pas que ça me fasse peur. Pourquoi ? Parce que, entouré d'objets comme nous le sommes déjà de façon quasi comme une inondation, ou une crue, ou un tsunami d'objets, la réaction que l'humanité aujourd'hui, ou que la société a envers cette inondation, c'est en effet de revenir à la randonnée, de revenir à la nature, de revenir... et je crois que cette année, on a vendu plus de chaussures de randonnée que de tout autre objet sportif ou commercial. Vous voyez, il y a une sorte de rééquilibration, je crois. Il y aura toujours, je crois, une sorte de rééquilibration. Pour rejoindre le corps et la technique, il y a la fiction de l'homme bionique. À force de perdre, est-ce que l'homme ne risque pas de se perdre lui-même ? Est-ce que ce n'est pas une menace, au fond, pour l'humanité ? Ça supposerait, François, que vous sachiez vraiment ce que c'est que l'homme. C'est-à-dire, ça supposerait que si l'homme se perd, c'est que vous savez ce que c'est que tout ce que nous savons, nous, de l'homme, c'est qu'il est né en Afrique à partir d'un certain nombre d'homininés ou d'hominidés, qu'il a évolué, et qu'en évoluant, il y a eu cette espèce d'événement de l'exodarwinisme à partir du corps. Et il est tout le temps en train d'évoluer, en effet. Alors, je ne crois pas qu'il se perde, il est dans une aventure. Et cette aventure, il se trouve que, au moins, nous pouvons espérer qu'il puisse la raisonner, la contrôler, la diriger, y mettre des intentions, des buts, savoir freiner certaines choses, savoir accélérer d'autres, etc. Plus on est en danger, plus il est requis d'être sage. Plus on est en danger, plus il est requis d'être philosophe. Parce que je pense, bien sûr, puisqu'on parle du corps père, je pense à votre expression, le corps appareillé, à force d'appareiller, est-ce que le corps ne va pas Nous n'avons pas cessé d'appareiller, nous n'avons pas cessé de quitter. Nous avons quitté l'Afrique, nous avons quitté le sein de notre mère, nous avons quitté le biberon, nous avons quitté la maison pour aller à l'école, nous avons quitté... on ne cesse jamais de quitter. Et au mot viator, on est toujours en train de partir en voyage. Et bon, on quitte encore ce que nous croyions autrefois être l'humanisme, etc. Il me semble que cette sorte de départ, là, je ne sais pas, je vais vous quitter bientôt. Non, il me semble que c'est ça, que c'est ça l'élan vital du corps. Voilà, c'est ça. Dans le Faust de Goethe, il y a la phrase célèbre, au commencement est l'acte, ou l'action. Oui. Et peut-être préférez-vous, avec Berthoz, dire qu'au commencement est le mouvement. Au commencement est le mouvement, mais c'est ce que je suis en train de dire. On quitte, on part, on départ, on est en train de se transformer. On est toujours dans un processus de transformation, ça, il n'y a pas de doute. L'acte, je ne sais pas très bien ce que c'est, je crois que Goethe était assez grandiloquent sur ce point, mais le mouvement, je serais d'accord avec le professeur Berthoz, en effet, de dire qu'il y a une spécificité, mais alors en donnant un mouvement, non pas seulement un sens cinématique ou dynamique ou simplement mécanique, mais enfin un mouvement qui serait, disons, aussi évolutif. Est-ce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Les 5 sens ? Il y en a peut-être davantage au fond. C'est-à-dire que je n'avais pas encore lu ce que Berthoz dit à propos, en effet, de ce septième sens. Mais j'avais eu quand même cette intuition-là, puisque, vous le lirez de ma part, j'avais intitulé le 5e de mes chapitres « Visite » et non pas « vue ». Or, visite, ça veut dire vue en mouvement. Et donc, j'avais eu déjà l'intuition qu'on ne voyait pas les mêmes choses quand on était assis comme à un spectacle et quand on était en marche ou qu'on était en train d'évoluer. Et donc, j'avais eu déjà cette idée de la kinesthésie, n'est-ce pas ? Il dit, il y a la synesthésie, c'est-à-dire le 6e sens, celui que nous avons de notre propre corps, mais il y a aussi cette kinesthésie qu'il a mis en relief et que je l'admire beaucoup. Mais j'avais eu un peu déjà cette idée dans le mot. D'ailleurs, la langue le dit, visite déjà, dit kinesthésie, qui est le mot grec, visite est le mot populaire. Vous
nous dites qu'un 100 mètres, contrairement à ce oui. que l'on croit, ne dure pas 10 secondes, moins de 10 secondes, d'années. mais 4 millions d'années. Alors expliquez-nous en quoi le 100 mètres peut durer 4 millions d'années. Ça, c'est pas un record du monde, vraiment. Non, c'est simplement une image. Parce que dans l'image d'ailleurs fausse, abominablement fausse, qu'on fait de l'évolution de l'homme, on le voit d'abord à quatre pattes, puis on le voit peu à peu se lever, et ensuite se tenir debout. Et ça, évidemment, ça dure depuis le lac Tchad ou le Kenya jusqu'à aujourd'hui, lorsque le champion est en train de revêtir la médaille d'or quand il est sur le podium, n'est-ce pas? Bon. Et je dis qu'en effet, tout ce mouvement dure des millions d'années. Mais c'est l'hominisation. Je regrette presque d'avoir dit ça parce que tout le monde croit que je donne à penser que l'hominisation se fait comme ça, de façon linéaire. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait de façon beaucoup plus aléatoire, de façon plus contingente, de façon plus brusque, avec des arrêts, etc., de façon plus complexe. Ça ne s'est pas fait comme ça, de façon linéaire, comme un homme qui court, qui se lève et qui fait un 100 mètres. Oui. Le 100 mètres dure non seulement des millions d'années, mais il n'est pas sur une piste toute droite. Voilà, c'est ça. Lorsque j'étais jeune, je ne savais pas marcher, François. Je ne savais que courir. Je crois que la course, le courir, est un acte extrêmement ancré dans notre posture et dans notre mouvement. J'avais l'impression que marcher était une chose assez ennuyeuse, tandis que courir me paraissait plus naturel, vous voyez. Je crois qu'il y a dans la course quelque chose de très joyeux, de très profond. D'ailleurs, dans les 500, j'avais fait presque une classification des plaisirs, où j'avais dit sauter, courir, voyez, nager, etc. D'ailleurs, dans les mouvements du corps, une sorte d'érotisme. On n'en a pas parlé à propos du corps, quand même, le plaisir de sauter, le plaisir de courir, le plaisir d'être souple, d'être adapté, etc. Le plaisir de jouer avec un ballon. Le ballon, quand même, c'est un objet extraordinaire, oui, si vous voulez. Là, il y a un érotisme du corps, là, qui généralise l'érotisme sexuel. Voilà. On ne peut pas parler du sport, ni du corps d'ailleurs, sans parler du jeu, homoludin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, d'abord, il y a le jeu, et quand on voit les petits chats, les petits chiens se jouer avec des objets, ou quand on voit nos enfants, c'est un des spectacles les plus réjouissants que j'ai eu dans ma vie, de voir mes enfants, ou les enfants d'ailleurs d'autrui, se mettre à jouer. Alors je serai la reine, alors tu serais le docteur, alors etc. Et les voilà partis dans un monde enchanté avec des positions du corps et de l'esprit et du langage complètement potentiel, virtuel, imaginaire. On dit que le virtuel est de naissance technique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Enfin, les gosses jouent avec un plaisir extraordinaire. Et alors, ils inventent des objets. Et parmi les objets du monde qui ont pour moi un érotisme puissant, il y a la balle, le ballon de rugby, le ballon de basketball, de football, la balle de tennis, la balle de chistera, etc. C'est quand même des objets extraordinaires. Mais qu'est-ce que c'est, ces objets-là? Puisque ce n'est pas des objets de réflexion, ce n'est pas des objets qui peuvent servir à quelque chose. À quoi ça sert, disent toujours les imbéciles? À quoi ça sert un ballon? À rien, vous voyez. Mais si, ça sert quand même à quelque chose d'extraordinaire. Ça sert d'abord à faire bouger mon corps. D'abord, c'est-à-dire que le maladroit, il attrape le ballon, il joue avec le ballon. Mais l'adroit, le ballon joue avec son corps. C'est-à-dire que on appelle ça en philosophie, je crois, la révolution copernicienne ou ptolémaïque. Où est le centre? Eh bien, dans le cas d'un homme vraiment adroit, le centre, c'est le ballon. Et le corps s'adapte au ballon, ou le corps du tennisman s'adapte à la position de la balle, etc. C'est la balle qui commande, c'est le ballon qui commande, etc. Bon. Mais ça, c'est simplement l'analyse du corps tout seul par rapport au ballon. Adroit, maladroit. Je le répète, le maladroit joue avec le ballon. L'adroit, c'est le ballon qui joue avec lui. Deuxièmement, la balle est un objet qu'on se passe l'un à l'autre, ou de façon
ou de façon adverse, comme au tennis, ou à la pelote basque, ou au contraire de façon équipière, collective. Et là, je dirais volontiers, et je le dis souvent, que le ballon est un quasi-objet, c'est un objet qui n'est pas un objet, un quasi-objet, qui est un traceur de relations entre l'équipe en question. Et vous vous souvenez, à la Coupe du Monde, j'ai encore vu récemment l'Argentine marquer un but après 25 passes. Et je crois dans la finale France-Australie, ou la demi-finale France-Australie de rugby, on avait compté, je crois, 30 passes avant de marquer l'essai aux Australiens. Et donc, plus il y a de passes, d'une certaine manière, plus l'équipe joue. Mais plus l'équipe joue, plus l'équipe existe. Et plus l'équipe existe, plus nous savons ce que c'est qu'un collectif humain. Et par conséquent, qu'est-ce que le ballon? C'est le traceur de relations d'abord, et c'est l'auteur du contrat social. Voilà. C'est-à-dire, l'équipe est une équipe, lorsque les relations se tracent maximalement entre les équipiers. Et donc là, le spectacle fondamental qui fascine les foules, c'est « Ah mon Dieu, nous savons enfin ce que ça veut dire être ensemble ». C'est-à-dire, Descartes disait « Qui suis-je » c'est une question à San France aussi, mais dans le spectacle sportif, football, rugby, basket, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ah, nous, c'est ça. Vous voyez, nous, c'est ça, c'est-à-dire les spectateurs, tout d'un coup, sont unis, participants, parce qu'ils voient la solution à un problème que même les politiques, même les juridiques ne savent pas résoudre. C'est-à-dire, vous demanderiez au président de la République française ce que c'est que la France, il ne sait pas répondre. Vous demandez au maire de Vitry-le-François ce que c'est que Vitry-le-François, il ne sait pas répondre. Mais les spectateurs savent répondre à la question. Voilà, l'équipe, c'est ça. Vous voyez, l'équipe en mouvement, c'est ça. Voilà. C'est l'origine du collectif. Et du lien social, un mot à la mode. Du lien social, c'est ça. Le lien social, l'auteur du lien social, c'est le ballon. Et c'est le ballon en mouvement. Hein, voilà. C'est l'auteur du contrat, quoi. Je passe un contrat, et ce contrat, nous le signons en se faisant la passe. Oui. Et vous poussez même la métaphore très loin, puisque le ballon circule, oui. et lorsqu'il circule, tout va bien. Oui. S'il ne circule plus, c'est un peu comme l'argent. Voilà, c'est-à-dire... commencent les catastrophes. C'est-à-dire, le lien social se défait, l'équipe se défait, elle perd d'ailleurs en général, et les spectateurs ne voient plus à quoi ça sert. Ils ne jouent plus à rien, c'est-à-dire c'est raté, quoi. Vous voyez, voilà. C'est vraiment pour analyser vraiment le spectacle sportif, il faut se mettre du point de vue du ballon et pas du point de vue des joueurs. C'est le ballon qui est le sujet. C'est le ballon qui est le sujet. Voilà, c'est ça. Donc on a évolué du corps. Ce quasi-objet est un quasi-sujet. Un quasi-sujet. Voilà. Et le ballon, ils n'ont pas tous la même forme. Il y a le ballon oblong du rugby. Est-ce qu'il a une particularité, ce ballon? Parce qu'il ne va pas droit, ce qui est curieux. C'est pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que dans divers sports, la vraie solution, c'est quel est le rapport entre le ballon et l'homme? Est-ce que l'homme est plus important que le ballon ou le ballon plus... je crois qu'il y a des sports où le ballon est plus important. La preuve, c'est qu'il ne faut pas toucher l'homme. Autrement, il y a carton jaune ou carton rouge, etc. Tandis qu'il y a des sports où, au contraire, l'homme rentre plus dans le jeu. D'une certaine manière, dans le football, ils sont un peu en dehors du jeu. Ils jouent d'abord qu'avec les pieds, on ne peut pas jouer avec le reste du corps, tandis qu'avec le rugby, tout le corps est engagé. Donc les phénomènes de combat, les phénomènes de proximité, les phénomènes de se toucher, de se choquer sont plus importants. Donc le ballon, forcément, n'a pas la même forme et il est plutôt adapté au fait de le tenir dans ses bras, vous voyez, plutôt qu'il circule dans le monde. Vous voyez, voilà. Il y a au rugby, puisque nous parlons du rugby, pas seulement au rugby, mais c'est propre au rugby remarquablement, cette situation particulière, c'est qu'il y a à la fois deux équipes qui s'affrontent devant des spectateurs, mais il y a également au sein de l'équipe, dans certaines phases du jeu, certains des joueurs qui sont spectateurs, qui sont en attente de quelque chose. Je vais vous raconter d'abord une histoire. Une ville était en guerre avec une autre ville. Alors, on va appeler Rome l'une et Albe l'autre. Bon. Et toute la ville se battait contre toute la ville.
Et à un moment, les deux chefs se disent, écoutez, c'est très dépensier, on s'entretue complètement. Si nous mettions seulement les mâles de 20 à 40 ans en train de se battre, les autres seraient hors jeu. Ah, bonne idée, dit l'autre, alors et du coup, on invente l'armée. Vous voyez, et les autres se retirent, ne participent plus à la guerre, ils deviennent des spectateurs. Et puis, quand même, au bout de la tuerie entre les armées, les gens de 20 à 40 ans, les rois se réunissent à nouveau et disent « c'est quand même idiot, ils s'entretuent complètement si on n'en prenait que 3 ». Alors, ça s'appelle les Horaces et les Curiaces, ils vont se battre tous les 3 et l'armée se retire. Alors, vous voyez, il y a à la fois là un contrat social concernant la guerre et puis la création d'un spectacle à la place de la guerre. Il y avait la guerre de tous contre tous, et tout d'un coup, il y a un spectacle guerrier, puisque les femmes et les enfants se retirent avec les vieillards, puis ensuite l'armée se retire avec les champions, et c'est les champions, les 3 autres, vous voyez. Et tout d'un coup, vous avez le spectacle qui se met en place, c'est-à-dire, il y a l'équipe d'Agen contre l'équipe de Stade Français, vous voyez, et puis il y en a 15 contre 15, c'est les champions. Vous voyez, bon. Mais pendant que le match a lieu, la rencontre a lieu, il y a des moments privilégiés où seulement 8 contre 8, au lieu d'en prendre 15, on n'en prend que 8, c'est la mêlée par exemple. Mais pendant ce temps, les autres se relèvent, ont les mains sur les hanches et attendent ce qui se passe. Donc ils reculent vers les spectateurs. Alors il y a une sorte de mélange entre ceux qui participent et ceux qui y sont, qui est très fluctuant, vous voyez, et qui donne au rugby une saveur tout à fait particulière que n'ont pas, par exemple, le basket ou le football. Et donc, quand la balle sort de la mêlée et que les 3/4 se mettent en branle, si vous voulez, il y a une sorte de participation de ceux qui étaient spectateurs, en quelque manière, mais qui accentue la participation des spectateurs aux joueurs. Là, il y a une sorte de mélange très intéressant. C'est toute la notion de participation ici qui est essentielle, le fait de faire partager, de répartir, de prendre part. C'est-à-dire qu'il y avait un partage des villes, puis un partage des armées, puis aux champions, mais les champions eux-mêmes, ils se partagent de nouveau. D'ailleurs, mêlée, ça se dit scrum en anglais, et le scrum anglais répète l'escarmouche italienne. C'est-à-dire, c'est dans une guerre, une petite fraction qui, vous voyez, escarmouche. C'est une petite fraction qui fait la petite guerre entre eux, pendant que les autres ne la font plus. Voilà. Il y a certaines analyses, je pense à ce que disait Marcel Mauss quand il parle de fait social total. On se demande si certains événements sportifs, par exemple au Brésil, un match de football, ça déborde très largement le cadre de l'affrontement de 2 équipes. Il y a une dimension métaphysique, théologique. Mais oui, mais revenons en arrière. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que dans le ballon, il y avait la reconnaissance, le plus souvent inconsciente, des spectateurs à dire « mais qui sommes-nous » et que le contrat social est en train de se constituer et que l'équipe, là, est un modèle absolument précis de ce que peut être la communauté, la naissance de la communauté, il y a là, dans l'idée de la liaison, du lien social, quelque chose que le mot religion dit exactement. C'est-à-dire religion voudrait dire alors relier, ce qui nous relie entre nous. Et donc il y a immédiatement dans la saisie de ce spectacle quelque chose qui est à la fois social, oui, politique, oui, collectif, oui, religieux, oui encore. Vous voyez ? Et que par conséquent, moi je ne vois pas de différence là entre le Brésil et ce qui se passe au rugby à Biarritz ou à Bayonne, ou ce qui se passe au basketball au Mans ou à Pau. Il y a des phénomènes de participation collective qui sont de nature religieuse. C'est-à-dire comment se crée le lien social. Oui, c'est religieux, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a des représentations de sport qui virent parfois au tragique. Moi, j'ai vu des demi-finales quand j'étais jeune où il y avait 2 ou 3 morts parmi les spectateurs par arrêt du cœur. Vous voyez ? C'est-à-dire la participation. Vous savez, les Grecs accouchaient pendant les spectacles de tragédie. Les Grecs, accouchaient pendant les spectacles de tragédie. Tellement que l'émotion était forte. Ils participaient à la guerre contre les Perses
des choses comme ça. Oui, oui. Et d'autant plus religieux que c'est des spectacles sans texte. C'est des tragédies sans texte, c'est des comédies sans texte, c'est des représentations sans langage, vous voyez, mais avec le droit. Un langage, mais avec le droit. Rugby, il y a quelque chose d'assez remarquable. On parlait tout à l'heure de la mêlée et de l'escarmouche. Il y a cette manière très étrange d'aller de l'avant par une passe arrière, une sorte de dialectique curieuse. Oui. Le football le fait un peu, mais pas systématiquement comme le rugby, puisqu'il y a une règle précise de l'en avant au rugby. Mais je vais disant souvent que le rugby a été inventé dans la Grèce ancienne, puisque le célèbre Épaminondas avait créé une légion thébaine où effectivement l'attaque se faisait par une sorte de corne et que les suivants, parmi les fantassins, couraient d'autant plus vite qu'ils étaient en retrait par rapport aux premiers et qu'ils attaquaient d'autant plus violemment la légion en face. Et là, en effet, il y a l'idée de faire la passe en arrière pour bénéficier d'une course plus rapide. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de cette espèce de naissance du collectif ou de reconnaissance par le public du collectif, et il n'y a pas seulement les sports d'équipe qui réalisent ce phénomène à la fois philosophique, social et religieux, ou même politique. Je voudrais évoquer la cordée en montagne, parce que vous parliez de lien social. Ben là, le lien est matérialisé par un lien, justement, c'est-à-dire par une cordée. Et la cordée a évidemment d'abord pour fonction la sécurité. C'est-à-dire si le compagnon ou la compagne dévisse, alors il y a cette corde pour le retenir ou la retenir. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire il y a quand même dans la corde l'idée que c'est la corde qui progresse en montagne. Ce n'est pas tout à fait les alpinistes tout seuls, c'est la cordée. Et la cordée, c'est un modèle de société, c'est aussi un modèle de collectif. Et être encordé, ça me paraît aussi être lié, comme nous sommes liés en famille par le lien familial, dans la ville par le lien politique, dans la nation par le lien patriotique ou ce que vous voudrez d'autre. Donc le lien est là matérialisé et que les alpinistes le savent. Et que d'une certaine manière, la communauté que nous faisons... nous ne nous parlons pas dans la parole, ou très très peu. La vibration de la corde suffit. Elle est un peu tendue, moins tendue, un peu tendue. Et j'ai l'impression que là, il y a un lien un peu semblable au lien qui unit la mère et l'enfant qui vient de naître. C'est une sorte de cordon ombilical, vous voyez. Et là aussi, la réalisation d'un petit modèle réduit de société absolument merveilleux, qui est là aussi religieux, liant, religieux au sens où ça veut dire le lien. Et il y a dans le spectacle sportif quelque chose qu'on retrouve dans le spectacle tragique, peut-être, oui. Ne serait-ce que cette dimension qui est celle de la catharsis, de la purgation, de la purification de la violence. De la violence. Alors là, sur la violence, il faudrait parler un peu plus longuement peut-être parce que ça me paraît très important. En effet, les sports collectifs, mais le tennis aussi, qui est plus individuel, sauf le double, sont des sports de combat. Deux équipes combattent l'une contre l'autre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le modèle réduit de ce qui s'est passé dans les batailles autrefois. D'une certaine manière, il vaut mieux jouer à 15 contre 15 Anglais que de faire la guerre et d'avoir des morts à la fin des batailles. Donc c'est une substitution de la violence parfaite. Je ne dirai jamais assez de bien du sport comme substitut de cette guerre-là. Très bien. Cela dit, la violence va au quart, à demi ou complètement, selon qu'on choisit le sport plus ou moins engagé. Et le rugby, par exemple, est plus engagé que le football.
Et vous avez observé que chez les spectateurs du football sont plus violents que les spectateurs du rugby. Pourquoi? Mais pour cette raison-là. C'est-à-dire, comme le football ne va pas au bout de la violence, les spectateurs y vont. Comme le rugby va quasi au bout de la violence, les spectateurs n'y vont pas. Donc il y a comme une sorte de constante, comme on dit, des constantes de force en dynamique. Il y a une sorte de constante de la violence qui est partagée ou non partagée. Ce que j'admire le plus dans ces sports collectifs, moi, c'est l'apprentissage de la gestion de la dite violence. C'est-à-dire que je m'engage comme troisième ligne, par exemple, dans tel et tel combat, et tellement rapproché que, effectivement, c'est le choc presque permanent. Mais si, à un certain moment, je n'obéis pas à la règle, mais à la règle qui est quelquefois très compliquée, très fine, très précise, très circonstancielle, il y a coup franc et je fais perdre 3 points à l'équipe. Et il faut que j'apprenne donc là qu'à l'extrémité de mon action violente, je puisse immédiatement m'arrêter. Est-ce que vous connaissez, vous, une pédagogie plus puissante que celle-là pour apprendre à un individu de gérer sa propre violence? Tu vas jusqu'au bout de ton engagement, mais si l'arbitre siffle, tu t'arrêtes. Et même tu t'arrêtes avant que l'arbitre siffle, puisque tu fais perdre 3 points à ton équipe. Donc là, il y a une gestion à la fois individuelle et collective de la violence qui met ce sport... Alors là, je faisais l'éloge du corps tout à l'heure par rapport à l'esprit, vous vous rappelez, dans l'apprentissage, mais là, du point de vue collectif, je ne connais pas de pédagogie plus réussie, d'une certaine manière. Et il faudrait apprendre à beaucoup de gens ce type de conduite pour justement régler beaucoup de problèmes de violence à cet égard. Deuxièmement, je voudrais aussi parler de l'arbitre, parce que comment gérer la violence? Réponse, nous n'avons dans les sociétés pour gérer la violence que le droit. C'est-à-dire, si tu tues ton voisin, tu passeras au tribunal. C'est-à-dire, il y a toute une organisation juridique qui comprend les gendarmes, les policiers, les juges d'instruction, le tribunal, les avocats, l'avocat général, bref, tout le scénario du procès, la prison. Donc, il y a tout un arsenal juridique qui est là pour protéger ou prévenir la violence. Sur le terrain de rugby, où il y avait évidemment là un modèle réduit de société, il y a un modèle réduit de tribunal, qui est réduit à une personne, l'homme en noir, avec droit sur la violence. Et par conséquent, qui joue? J'ai dit tout à l'heure, c'est le ballon qui joue. C'est le ballon qui fait. Qui marque l'essai? Qui marque le but? Réponse, l'arbitre. Ce n'est pas Thierry Henry, ce n'est pas Zidane qui marque le but. Ce n'est pas tel ou tel 3/4 ou troisième ligne qui marque l'essai. Ce n'est pas vrai. C'est l'arbitre qui le marque. Et par conséquent, il faut dire à tous les journalistes sportifs, il faut dire à tous les auditeurs qu'il est faux, non seulement scandaleux, non seulement antipédagogique, non seulement anti-politique, non seulement méprisable de dire « il y était » et l'arbitre l'a refusé. Mais ce n'est pas seulement ces erreurs-là, c'est une erreur pure et simple, c'est-à-dire que le journaliste n'a jamais joué, ou que le spectateur n'a jamais joué. S'il avait joué, il saurait que c'est l'arbitre qui le marque. Et pourquoi il le marque? Pour une raison très simple. Revenons à la société qui gère la violence avec tout le système juridique de la police, etc. Eh bien, si vous faites un procès parce que vous avez tué votre voisin, eh bien, si vous êtes condamné, vous pouvez faire appel. Et si vous êtes condamné à appel, vous pouvez aller en cassation. Et donc, il y a des appels successifs. Or, dans le sport, il y a une délimitation spatio-temporelle du match. C'est-à-dire, c'est sur 80 mètres, c'est sur 40 mètres, ça dépend des sports, et c'est 80 minutes, c'est 90 minutes, avec une mi-temps de un quart d'heure ou 5 minutes, etc. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir d'appel. Et comme il ne peut pas y avoir d'appel, l'arbitre est souverain. Et donc c'est l'arbitre qui, en effet, ne peut jamais et ne doit jamais revenir sur ses décisions, parce qu'il n'y a pas d'appel, donc ce n'est pas la peine de protester, et les joueurs le savent.
plus tu protesteras, plus tu te feras foutre dehors. Par conséquent, l'arbitre est le seul souverain, et c'est donc qui joue l'arbitre. Vous voyez, c'est-à-dire, première question, qui joue, c'est le ballon. Deuxièmement, qui joue, c'est l'arbitre. Premièrement, le ballon, parce que c'est comme ça que le collectif se constitue et que le spectateur voit cette scène incroyablement politique et religieuse qu'est le sport. Mais d'autre part, c'est l'arbitre, parce que c'est là le début, le commencement, l'origine, l'émergence du droit. C'est-à-dire le rapport violence-droit qu'on voit chez tous les philosophes politiques, chez Hobbes, chez Rousseau, tout ça est là mis en scène de façon parfaite. C'est-à-dire, il y a la violence déchaînée, il y a la règle acceptée, et il y a l'arbitre souverain. C'est-à-dire, il y a toute la scène du droit, et de nouveau, il y a la pédagogie de la gestion de la violence, mais il y a la pédagogie juridique. Moi, je crois que tous les joueurs de rugby qui savent jouer sont déjà licenciés en droit. Ils ne sont pas seulement licenciés en rugby, ils sont licenciés en droit, parce que non seulement ils savent le droit, ils savent la règle, mais ils l'apprennent aux spectateurs. Tandis que le spectateur, dans le spectacle sportif, il est dans une faculté de droit. Il est dans l'amphithéâtre de droit. Et il apprend le droit sans texte, vous vous rendez compte. Il apprend la gestion sans texte, la tragédie sans texte, le collectif sans texte et le droit sans texte. Il n'y a rien de supérieur à ça. Il y a à la fois un processus de socialisation, vous avez compris, oui, et également d'hominisation ou d'humanisation. D'humanisation, c'est-à-dire nous ne serions pas les hommes que nous sommes, collectivement parlant, s'il n'y avait pas eu au début le contrat. Mais le contrat, c'est d'abord le lien social avec le ballon, et ensuite c'est les décisions juridiques faites par un arbitre. Voilà. Et donc, l'analyse là me paraît à peu près complète, puisque je suis passé à la fois par le politique, le collectif, le social, le religieux et le juridique. Vous voyez, il y a à peu près un modèle réduit, tout ce qu'on peut souhaiter en pédagogie des sciences humaines. Voilà. Il y a des institutions successives qui ont purgé la violence. Oui. Au fond, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure par cette sorte de généalogie. Oui. Puis le sport. Mais le sport aura-t-il le dernier mot? Est-ce que Non, il n'aura pas le dernier mot, parce que ce dont je viens de faire l'éloge, et l'éloge absolument sans restriction, puisque je suis moi-même enseignant, et je n'ai jamais pu enseigner à mes étudiants avec une telle perfection et sans parole, des choses aussi profondes et élémentaires. Vous voyez ? Donc je suis en admiration devant ce phénomène, devant cette institution, devant ses performances, presque au sens anglais. Mais toute cette construction si parfaite est en risque. Et aujourd'hui, elle est en risque majeur parce qu'elle est aujourd'hui complètement réabsorbée dans une autre institution sociale qui est en train de la voler, de la dévorer et probablement de la tuer. C'est l'économie, c'est l'argent. Lorsqu'on voit que le spectacle, je prends l'exemple de la Coupe du Monde de football contemporaine qui a lieu au moment où nous tournons, que je vois d'un côté que le spot publicitaire à la télévision est de 325 000 €, et que j'entends un directeur de la chaîne de télévision dire que le spectacle qu'il propose est pour nous abrutir et pour rendre aptes à recevoir le message télévisé de tel restaurant rapide qui transforme mes enfants en obèses, vous voyez, ben, je suis l'esclave de ces 325 000 € là, vous voyez, me voilà non plus spectateur passif en train d'apprendre ce que j'avais dit qu'on apprenait, mais maintenant je suis un spectateur complètement passif en train d'être guidé peu à peu vers la publicité. Voilà un premier esclavage. 2, les joueurs sont eux-mêmes achetés, vendus, négociables, etc., aussi cher qu'ils soient payés, ce sont des esclaves, parce que la définition de l'esclave, c'est un homme qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, qu'on peut négocier, qui est sur un marché. On appelle ça le marché. Enfin, dire d'un homme qu'il est sur le marché, qu'est-ce qu'on peut dire de plus épouvantable depuis l'Antiquité? C'est-à-dire qu'il est achetable et vendable à merci. Et je viens d'apprendre, et tout le monde le sait aujourd'hui, que pour agrémenter sans doute cette fameuse Coupe du Monde,
le pays organisateur a importé 50 000 femmes et a construit un bordel qu'il appelle Artémis, qui a 3000 mètres carrés de grandeur, de surface, et qui est à 3 stations de métro du stade olympique. Et là, c'est des esclaves misérables qui sont soumis à ce que les villes maquereaux appellent l'abattage. Alors, esclaves spectateurs, esclaves joueurs, esclaves ces pauvres femmes misérables, eh bien là, tout ce qu'il y avait de pédagogique dans le sport est en train de me faire vomir. Tout ce que j'admirais à la fois pour mon éducation personnelle de mon corps, pour le développement du vôtre ou celui de mes étudiants ou de mes enfants, tout ce que j'admirais dans la pédagogie et l'instruction de la violence est en train de se réduire à ça, c'est-à-dire à ce que la civilisation contemporaine a de plus ignoble, c'est-à-dire le retour à l'esclavage. Et je ne peux pas dire autrement, que voulez-vous. On a bien assez râlé pendant la guerre des gens qui n'avaient pas parlé des camps. Eh bien, il y a des camps aujourd'hui où il y a 50 000 femmes qui sont en esclavage. Et si je ne le disais pas, je faillirais à ma tâche, vous voyez. Et dire qu'on est en train, vous le savez, de célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, alors qu'on est en train d'assister à un retour gigantesque de cet esclavage-là par corps. Par corps, le corps abruti des téléspectateurs, le corps doré des joueurs et le corps misérable de ces femmes qui sont en train de recevoir sur elles peut-être 50 à 100 clients par jour. C'est abominable. Mais est-ce que vous êtes en train là de chanter un sport disparu, un sport qui n'existera plus? Non, je crois qu'il est toujours là. Je crois que il y a toujours des gens, vous savez, vous le disiez en commençant cet entretien sympathique par l'évocation de mes guides de haute montagne. Vous savez, les guides de haute montagne que j'ai eus, ce sont des saints. S-A-I-N-T, S, oui, ce sont des saints qui donnent leur vie à leurs clients, qui se mettent en danger pour leurs clients. Et les professeurs d'éducation physique, je les aime, les entraîneurs aussi, et les joueurs le plus souvent. Mais cette espèce de phagocytage de cette institution que nous avions dans la contemporanéité construite à la fois pour la pédagogie, l'éducation, la santé, etc., devenir cette horreur-là, me terrifie, voilà, c'est ça. Je crois que beaucoup de gens font du sport en dehors de ces ignominies-là, je l'espère, et que ça continuera. Mais il faut quand même dire que cette institution que j'admirais tant, vous savez, moi qui aime tant le spectacle sportif et la pratique du sport, depuis que je sais tout ça, eh bien, vous savez, la Coupe du Monde de football, je ne vois plus les rencontres avec le même œil. Cette présence, évidemment, de l'argent, est-ce que ça ne signale pas, au fond, une sorte de prévalence de l'économique, aux dépens même du politique, puisque aujourd'hui on attend même du sport, on attend des matchs, on attend de l'idéologie sportive, qu'elle apporte une solution à tout, aux problèmes sociaux, oui, aux problèmes... Le vieux Dumézil, que j'ai bien connu autrefois, avait une idée assez amusante, assez intéressante et peut-être profonde de nos sociétés. Et il disait que nos sociétés, que quand on regarde un village, regardez la place d'un village, il y a un clocher, c'est celui de l'église, il y a le marché, où le samedi et le dimanche, on vend de la volaille ou des veaux. Et puis, il y a le monument aux morts, il y a quelquefois une caserne, etc. Et il disait que ces trois fonctions, ou ces trois institutions, étaient absolument permanentes depuis la plus haute antiquité, dans un espace très large. Il appelait ça le dieu de la guerre, Mars, le monument aux morts, le dieu des religions, Jupiter, c'est-à-dire et Quirinus, le marché. Et tout à l'heure, en racontant le rugby, ou en racontant, j'ai raconté un peu l'histoire, vous vous rappelez, de la guerre entre deux villes, Rome et Albe par exemple, et on sent très bien que le sport était un peu dérivé
de la bataille, de la guerre, et que c'était une dérivation de la violence meurtrière vers une violence corporelle moins dangereuse, avec des règles. Et donc il y avait du droit. Et d'autre part, j'ai dit qu'en regardant le spectacle sportif, on ne pouvait pas éviter de dire que c'était vraiment une grande messe, c'était un rite, c'était quelque chose de religieux. Alors il y a un côté Mars, un côté Jupiter, enfin il y avait les deux dieux du clocher et de la guerre, et j'ai l'impression que peu à peu ils ont disparu, au profit d'un seul maintenant, qui est une espèce de déluge d'argent. Et les sociétés se portent bien lorsqu'il y a des équilibres entre les fonctions, entre les dieux, pour parler comme ça, ou entre les classes sociales. Et là, il y a un seul. Oui. Je n'aime pas ça. J'ai l'impression que l'économie n'a jamais été l'infrastructure, et elle le devient maintenant parce qu'elle a pris la culture. Oui. C'est-à-dire que c'était la culture, l'infrastructure, c'était tout ça qu'on raconte, parce que c'est du culturel tout ça. Hein. C'est la culture la plus profonde, le sport c'est de la culture, sans texte, mais c'est de la culture. Mais voir dévorer la culture par des millions d'euros et de voir ce que ça donne au bout du compte, c'est-à-dire l'esclavage des spectateurs, l'esclavage des joueurs, l'esclavage de ces pauvres femmes. Mais mon cœur saigne de penser à ces trois esclaves dont je suis, et surtout de voir, je le répète, des choses que j'estimais, que je pratiquais, être saccagé à ce point. Voilà. Un autre esclavage qui est celui de la drogue, qui était lié aussi à l'argent. Nous sommes dans... Oui, c'est-à-dire c'est une suite donnée, c'est-à-dire ça fait partie, j'ai parlé de la prostitution, j'ai parlé de la publicité, la drogue fait partie de la cérémonie, c'est-à-dire ça fait partie de la série qui est engagée, parce que il faut gagner de l'argent, pour gagner de l'argent il faut gagner, pour gagner il faut se droguer, et ainsi de suite. Oui. Bon, mais l'argent est une drogue comme une autre, voilà. Et là, je suis préoccupé. Voilà, c'est ça. Je ne fais pas partie pourtant des critiques systématiques ou des pessimistes, mais là, il faudrait peut-être inventer deux sports, un sport millionnaire et un sport pauvre. Et alors, je serais, moi, assez sensible à un sport qui pratiquerait la pauvreté. Ça serait bien, vous voyez. Vous vous rappelez, les Jeux Olympiques, quand j'étais petit, la mère Guatchel, au bout de 3 médailles d'or, vous savez ce qu'elle a eu ? Elle a eu un manteau de fourrure. C'était formidable, elle était heureuse comme tout, elle avait un manteau de fourrure. Ça, oui, bon. Donc si je comprends bien, le sport a toute sa place dans un humanisme revisité, repensé, oui. Celui dont vous jetez un peu les bases. C'est-à-dire... Nous, aujourd'hui, nous avons appris de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, on peut raconter l'histoire à l'endroit. On nous l'avait toujours raconté à l'envers. C'est-à-dire, quand Marco Polo, quand Jacques Cartier découvrait d'autres pays, il rencontrait d'autres gens, c'était des autres. Et maintenant, on raconte l'histoire à l'endroit, c'est-à-dire que nous sommes tous sortis d'Afrique, qu'on s'est quittés un moment et qu'on se retrouve. Donc, en effet, il y a un humanisme nouveau qui peut être mis en place, raconté, on peut remettre l'histoire à l'envers, et on peut mettre le corps au bon endroit. Vous voyez, il y a des choses qui se remettent en place presque naturellement. Et donc, ça m'enthousiasme beaucoup, vous voyez, de cette reconstruction globale de la philosophie, de la pensée, de la culture, etc. Mais là, il y a quand même une blessure là, très forte qui m'atteint très, très profondément dans ce que j'aime. Voilà, c'est ça.